Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Antenne de Sud Radio avec nos débatteurs qui arrivent, qui s'installent en plateau. Bonjour à eux. Nous vous attendons également au 0826 300 300 pour vos réactions. Le premier sujet qu'on va aborder dans une poignée de secondes, c'est cette proposition d'Édouard Philippe qui suggère d'abaisser à 12 mois la période d'indemnisation au chômage pour les moins de 50 ans. Ça, c'est une proposition, en tout cas, moi, qui personnellement m'a interpellé. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que vont en penser nos débatteurs et surtout vous au 0826 300 300. Vous nous appelez, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez bien. Alex Saint-Étienne vous attend. Allez, je les accueille. Serge Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, auteur du livre L'amour. Quand l'amour n'a pas d'âge et l'amour non plus, aux éditions Michalon, c'est bien ça? Quand le sexe n'a pas d'âge et l'amour non plus. Alors, vous voyez, il y avait marqué de l'amour, mais effectivement, voilà. Le sexe n'a pas d'âge. Et on adore le sexe autour de cette table. Ça y est. Brigitte là et aussi. Non mais ça commence Jérôme, fort, je lance. J'ai pas vu ça dans les sujets, mais Jérôme est interpellé. Peut-être que c'est un sujet que tu as ajouté. Jérôme Dubu, qui est là, consultant politique, ancien élu de Paris. Comme ça, je vous présente. Oui, on va parler de sexe du coup avec vous, Serge Guérin. Oui, avec plaisir. Je suis pas sûr que c'est toi la thématique, surtout pas à cette heure-là. Avec vous également, Anne Durez, c'est comme ça que ça se prononce. Bonjour à tous. Bonjour, président de l'association Femmes de Loi. Et puis, bonjour à vous, Jean-Baptiste. Bonjour. Excusez-moi, j'ai pas lu votre nom de famille. Canivet. Canivet, aussi, pardon. C'est comme Canivet. Vous êtes, vous, adjoint au maire de la ville de Saint-Carnet. Juste au sud de Dinan. Et président de 1300 habitants. Fondateur de l'agence de communication Sloop. Exactement. Voyez les amis, ça démarre fort. On est en pleine forme. Alors, cette proposition d'Édouard Philippe qui veut abaisser à 12 mois la période d'indemnisation du chômage pour les moins de 50 ans. Je commence avec vous d'ailleurs, Jean-Baptiste Canivet. Écoute, je trouve que c'est une mesure de bon sens qui va dans le sens des choses. Je réponds à la question un peu à côté. Moi, ce qui m'interroge, c'est moins les 12 mois que les 50 ans. Pourquoi s'arrêter à 50 ans et qu'à partir de 50 ans, est-ce qu'on a besoin d'avoir plus de temps? Pour revenir sur les 12 mois... Oui, pourquoi pas 49? Pourquoi pas 49? Pourquoi pas 60? Aussi. Voilà. Dans l'autre sens, est-ce qu'on est trop vieux pour retrouver un emploi? Est-ce qu'on a besoin de plus d'énergie pour le faire? Je sais pas. Sur les 12 mois, j'ai quand même l'impression que ça nous permet, cette restriction, de passer de 18 mois à 12 mois, d'ailleurs comme l'Allemagne, si je m'abuse. Ça permet d'avoir aussi une temporalité, un rythme qui engage un peu plus la recherche d'emploi. Après, c'est pareil, généraliser sur l'ensemble d'un territoire. Moi, qui viens d'un territoire qui est moins dynamique, même si il est attractif aujourd'hui. Je pense qu'un jeune ou moins jeune entre Tréfumel et Saint-Carnet chez moi aura plus de mal à trouver un emploi qu'un jeune qui habite à Paris. Ouais, donc 12 mois, ce serait peut-être même pas suffisant. Ça peut ne pas être suffisant dans certaines catégories de métiers et sur certains territoires. Serge Guérin, est-ce que c'est des magots? Est-ce que c'est des magots? Bah non, c'est pas des magots parce que ça va pas plaire à tout le monde. Mais après tout, c'est quand même le principe d'un politique, c'est d'essayer d'avoir des positions. Et alors, ce qui est encore mieux, c'est quand proche du micro, s'il vous plaît. Ce qui est mieux, c'est qu'en plus le politique a une vision. Mais là, je demande peut-être trop pour l'instant. Mais en tout cas. Premier élément, alors le consensus économique est assez clair. Quand on réduit, le chômage globalement baisse. Mais quand on réduit, les gens acceptent parfois des métiers ou des salaires qu'ils n'auraient pas acceptés. Donc il y a vraiment un double système. Deuxième élément, on le sait alors partout, toute la littérature académique va dans le même sens. Quand le pic de retour à l'emploi, c'est quand on se rapproche très très près de la fin de l'indemnisation. Donc tout ça, il y a des réalités. Et puis, est-ce que vous sous-entendez qu'au départ, on prend un peu son temps, on se la coule douce, et que quand on arrive contraint et forcé au terme de sa période d'indemnité, on se bouge un peu l'arrière-train? Alors, pour une partie de la population... Pour le dire poliment, ça vous fait rire, Jérôme Dubu. Une partie des gens se disent, j'ai un peu de temps avant de retrouver. Donc, mais pour ceux qui ont les qualifications... Voilà, je vais réfléchir, je vais me poser des questions, voilà, par exemple. D'autres vont se dire... on verra plus tard et j'en profite pour faire un tour du monde. Et puis d'autres sont hyper inquiets et se démènent comme des dingues pour retrouver du boulot. Donc tout le monde n'est pas pareil et tout le monde n'a pas non plus les mêmes perspectives parce qu'en effet, j'ai un diplôme
j'ai une expérience qui est valorisée sur le marché du travail, c'est pas pareil que j'ai pas de diplôme ou j'ai une expérience qui est plus tellement dans le coup. Je suis dans un lieu géographique où il y a très peu d'emplois, c'est pas pareil que je suis dans un lieu géographique où, pour une raison X ou Y, il y a des emplois. Voilà. Donc tout ça fait que c'est difficile d'homogénéiser, mais n'empêche que ce qu'on voit, c'est que ça pousse les gens à reprendre un emploi plus vite, mais l'emploi, il est souvent moins bien payé qu'auparavant. Que vous êtes, en pense quoi exactement? Parce que là, vous nous dites, bon, ça manque de vision, mais... Le sociologue que je suis dit, il y a une problématique de dynamique économique globale. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y avait une idée, c'est quand le plein emploi est très fort, on réduit la durée d'indemnisation. Quand en revanche il y a des gros problèmes d'emploi, on l'augmente. Par exemple, ça peut être une question. Ce que je dis aussi, c'est qu'on a fait le choix en France quand même, depuis très 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 longtemps, d'un chômage de masse. Je prends le Danemark, on est depuis, je sais pas, 30 ans, on est à moins de 3% de taux de chômage. Au Danemark, c'est 5 mois l'indemnisation. Mais on perd pas d'argent pendant les 5 mois, et il y a une pression, d'abord il y a une pression sociale très forte, et on est hyper suivi, et il y a des formations qualifiantes hyper rapides. Donc, du coup, on perd un peu d'argent quand on est au chômage, on n'est pas à taux plein. Hein. Exactement. Mais c'est surtout, est-ce que vous êtes accompagné pour vous pousser à retrouver, et vous aider à retrouver, ou est-ce qu'on vous laisse un peu tomber? Anne Durez, moi je me tourne vers vous, parce que vous êtes le président de l'association Femmes de Loi. Est-ce que ça va pas créer plus de précarité, notamment chez les jeunes femmes? Alors, ou les femmes qui s'approchent de plus de la quarantaine, voire de la cinquantaine? Alors, c'est un risque. Vous le soulevez, c'est un risque réel. Je ne veux pas vous stigmatiser à ça, hein. Vous pouvez vous exprimer sur autre chose, mais vu que vous avez ce côté un peu féministe, ça m'intéresse. J'entends tout à fait ce que vous dites. Alors, plusieurs observations. On est dans une trajectoire depuis plusieurs années de réduction de la durée du chômage, en particulier des moins de 55 ans. Hein. Je ne vais pas reprendre tout le panel, mais au 1er septembre de cette année, sauf erreur de ma part, les moins de 55 ans verront leur durée d'indemnisation du chômage réduite à 15 mois maximum. Deuxième observation, je crois qu'il ne faut pas caricaturer l'état d'esprit des personnes qui se retrouvent au chômage. Alors, il y a peut-être des gens qui en abusent. C'est possible. Mais je connais un certain nombre de personnes qui, hélas, j'allais dire familièrement, pointent aux acédiques, on dit peut-être plus ça comme cela, qui aimeraient retrouver un travail. Voilà. Merci d'avoir rectifié. Mais les acédiques existent toujours. Voilà. C'est le régime d'assurance. C'est toujours géré par les partenaires sociaux. Voilà. L'expression que j'emploie traduit mon âge qui est un peu plus élevé que 50 ans. Voilà. Donc ma deuxième observation, ne pas caricaturer l'esprit des personnes qui se trouvent au chômage. Troisième observation, et ça, je dirais que tout ce qui favorise ou tout ce qui peut inciter au retour à l'emploi va dans la bonne direction. Mais, et je reprends notamment une observation que vous avez faite, monsieur Serge Guerin. Voilà, Serge. La clé, à mes yeux, pour les femmes notamment, mais aussi pour les hommes, c'est la formation adaptée tout au long de la carrière. Pourquoi je parle de la formation? Parce qu'aujourd'hui, on parle des seniors, je reçois quand même de temps en temps des CV, à 5 ans d'expérience, on est senior, moi je veux bien, donc on est Kakoshim à 50 ans, et puis je ne sais pas comment qualifier à 55 ou 60. La formation est clé, pourquoi? Parce que nous sommes dans une période, on le sait, il faut faire des économies. Le développement de l'IA est massif. Il entraîne des réductions d'emplois, et ce développement de l'intelligence artificielle va entraîner aussi des créations de postes, de métiers qu'on ne connaît pas forcément tous aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est s'il n'y a pas cette formation, s'il n'y a pas deux choses, de mon point de vue. Je ne suis pas présidente de la République, ni candidate, mais il faut, premièrement, s'atteler... Vous en avez, en tout cas, une déclaration. Non, mais je suis une citoyenne engagée. Voilà, je suis une citoyenne engagée au travers de Femmes de Loi, notamment. Il faut deux choses majeures, à mon avis. Il faut que ce soit une priorité nationale. Premièrement, il faut réfléchir très sérieusement aux postes, aux métiers de demain. Demain, c'est pas dans 5 ans. Parce qu'on les connaît pas, les métiers, dans 5 ans. Non, sinon c'est pas dans tous. 5 ans. Il faut, voilà, ça aura changé de président peut-être, il faut vraiment travailler là-dessus. Quels sont les métiers d'aujourd'hui et des années à venir pour orienter les formations. Et deuxièmement, un accompagnement efficace, mais vraiment efficace, pour que si je suis au chômage demain, je n'ai pas envie qu'on me propose un poste qui n'aura rien à voir avec mes compétences et mon expérience. Et comme vous l'avez signalé,
que je serai contrainte, absolument, que je serai contrainte d'accepter pour pouvoir continuer à vivre. Ouais. Et je dirais, ce seuil, dernier point, des moins de 50 ans, il faut quand même y faire attention, parce que à 48 ou 49 ans, on n'a pas forcément terminé de rembourser son emprunt immobilier, son achat immobilier. Donc on va se retrouver dans une période ciseaux où on aura beaucoup moins de revenus, une pression pour retourner travailler. La pression, c'est pas forcément mauvais, mais en même temps, un risque de paupérisation que vous avez souligné. Donc, en synthèse, la formation tout au long de la carrière est absolument clé. Formation efficace et adaptée. Dans un instant avec Jérôme Dubu, qu'on n'a pas encore entendu, vous au 0826 300 300, est-ce que ça vous fait réagir ça? Est-ce que les moins de 50 ans devraient voir leur indemnisation chômage baisser à 12 mois? En tout cas, on le voit pour vous, Jean-Baptiste Canivet, par exemple, vous êtes inquiet pour les jeunes, notamment parce que dans des communes qui ont une conjoncture territoriale particulière, c'est difficile de trouver du boulot, même quand on est jeune, même quand on est qualifié. Allez, on revient tout de suite sur Sud Radio. 10h-13h, Anthony Martin Smith. Et ça vous fait réagir, le sujet que nous abordons ce matin dans nos débats de l'été avec nos débatteurs autour de la table, Jean-Baptiste Canivet, Anne Durez, Jérôme Dubu et Serge Guérin qui sont avec moi, et également au standard, on va accueillir dans un instant Aurélien au 0826 300 300. Vous pouvez aussi continuer à appeler parce qu'il y a Manu qui vous attend. Jérôme Dubu, vous abaissez à 12 mois la période d'indemnisation du chômage pour les moins de 50 ans, vous en pensez quoi? Moi, je vais vous... D'abord, c'est Édouard Philippe qui a fait cette proposition. Édouard Philippe, oui. Donc, je vais replacer ça dans son contexte. Moi, je vais faire une réponse assez courte en deux temps, si vous le permettez. Premier temps, la technique. Bon, effectivement, on constate que lorsqu'on réduit la durée d'indemnisation du chômage, en règle générale, effectivement, ça pousse au retour à l'emploi, puisque vous n'avez plus de ressources. Donc ça vous pousse un peu plus à faire en sorte de retrouver un emploi plus rapidement. Ça, c'est le premier point. Donc la technique elle-même, elle est plutôt positive pour faire en sorte de baisser le chômage. Tous les pays européens de développement comparable à la France ont fait ça. En Allemagne, notamment, c'est 12 mois depuis des années. Ça n'a pas fait en sorte d'augmenter la précarité, ou en tout cas, ça permet à l'Allemagne d'avoir 3 à 4% de chômeurs contre 8% en France. Bon, c'est pas seulement ça, mais ça y participe. La deuxième réponse, elle est évidemment politique. Et là, je me pose des questions sur Monsieur Philippe. Pourquoi ? Parce que on va égrener comme ça pendant 10 mois des mesures techniques qui relèvent d'un Premier ministre et pas d'un président ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? On va avoir des mesures comme ça tous les jours ? Je vois Glucksmann qui a des mesures aussi, je vois Mélenchon qui a des mesures. Mélenchon un peu moins, il a une vraie vision. Je la partage pas, mais il faut reconnaître qu'il a une vraie vision. Mais là, Philippe, non, c'est pas ça la présidentielle. La présidentielle, c'est d'avoir une vision. Or, le problème essentiel de la France aujourd'hui, c'est son manque de croissance. On est depuis 10 ans à 1%, un peu moins de 1% de croissance. Alors, il y a eu le Covid. On a eu moins 4, moins 5. Bon, ça, c'est une période particulière. Et puis ensuite, on s'est rattrapé. On a eu plus 3, plus 4. Mais depuis, on est quoi? On se traîne à 1%. Or, le sujet, c'est ça. Pourquoi la protection sociale se casse la figure? Pourquoi l'assurance chômage est en déficit? Parce qu'on n'a pas assez de croissance. C'est pas notre modèle qu'il faut remettre en cause. C'est faire en sorte qu'on ait plus de croissance. C'est là-dessus qu'on attend les candidats à la présidentielle. C'est là-dessus qu'on attend Monsieur Philippe. C'est pas sur l'assurance chômage. Ça, c'est une mesure technique qui relève d'un Premier ministre. Donc voilà. Oui, je suis très déçu. Je suis très déçu. Très déçu. Une Sarkozy 2007 avec la France qui doit travailler plus pour gagner plus. Mais ça, c'est une vision aussi qu'on avait à l'époque et qui a plutôt pas mal marché. Après, il y a eu beaucoup réchauffé en fait. Mais non, mais c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est avoir une vision de ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. C'est s'en prendre aux chômeurs qui finalement, ou qu'on voudrait faire passer, puisqu'il y a plus de 8% aujourd'hui de chômage, 8,03, qu'on voudrait faire passer pour des feignasses. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, Anne l'a dit tout à l'heure, moi j'en connais autour de moi, ce sont des gens qui recherchent un emploi. C'est pas ce que je dis, je suis pas en train de dire que les chômeurs sont des feignasses, je suis en train de dire que c'est ce pourquoi on essaie de les faire passer dans le discours politique. C'est pas ce qu'il faudrait faire. Pour l'instant d'Édouard Philippe, on va voir si d'autres s'emparent de la question. Aurélien au 0826 300 300, bonjour.
Oui, bonjour. Monsieur Dubus a repris un peu une partie de mon argumentation, mais bon, je ne vous connais pas, désolé. C'est du plagiat, Aurélien. Je crois vous connaître quand même, je crois vous avoir connu déjà par le passé, y compris Monsieur Guérin par le biais de la FEP. Peut-être qu'il comprendra. Alors là, ce qui se passe en soirée, reste en soirée, les amis. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en effet, je pense que ça participe plus d'une proposition anecdotique, comme un catalogue, et je constate que tous nos candidats depuis de nombreuses élections présidentielles viennent là nous présenter des catalogues, et comme a dit Monsieur Dubus, sans véritablement projet de société, parce que c'est ça dont on a besoin. Parce que proposer ça, excusez-moi, je pense que ça participe plus de la démagogie qu'autre chose. Et puis par ailleurs, est-ce que ça cache pas un autre souci que l'État voudrait nous cacher? Il me semble que c'est en 2022 ou 2023 que l'État a ponctionné, alors je dirais pas le chiffre parce que je ne l'ai plus en tête, beaucoup de milliards dans la cagnotte de l'UNEDIC. Et aujourd'hui, en effet, l'UNEDIC est en déficit, mais n'a plus cette réserve qu'il avait précédemment. Et encore une fois, parce qu'on ne sait avec pas... 8,03% de personnes au chômage, je veux bien. Et puis ça, c'est en tout cas pour les premières catégories, mais toute catégorie, c'est 17% quand même. Hein. Ça, on ne le dit pas. Mais... Oui, mais en même temps... Mais vous avez raison, Aurélien, c'est ça que je veux dire. Faut aussi que on nous donne une vision, et puis et je sais plus qui parmi vos invités a dit cela, mais est-ce que ça suppose pas par ailleurs qu'on va opposer les gens les uns aux autres, et puis ça supposerait pas que les gens qui sont au chômage sont un peu des feignants quelque part? Moi, je suis chef d'entreprise, mais j'ai pas forcément cette vision-là. Donc ça m'interpelle, pour le coup, ça m'interpelle. Et Aurélien, même si je ça tombe bien. Sais que pas... Ça tombe bien, pardonnez-moi, mais ça tombe bien que vous disiez que vous êtes chef d'entreprise. Moi, il y a une question qui me traverse quand même l'esprit, parce que j'entends ce que vous dites les uns les autres autour de la table, mais par contre, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on va enfin voir le salaire brut se transformer en plus de net pour les personnes? Parce que si vous réduisez la période d'indemnité, a priori, vous pouvez réduire les cotisations, non? Manifestement, je suis pas sûr de ça, compte tenu du fait que les acidiques sont en... Donc ça veut dire une augmentation du coût de l'assurance. Vous savez, malheureusement, c'est souvent ce que prend l'État. C'est la finalité qu'utilise l'État, c'est de prendre davantage pour les cotisations. Mais en effet, je crois que c'est M. Dubus qui a dit également que si on mettait de la croissance, si on redynamisait, ça générerait de toute façon davantage de cotisations. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas forcément besoin d'augmenter nos cotisations. Mais tout est lié finalement. Non, mais c'est pas augmenter les cotisations. C'est-à-dire que là, on est en train de nous dire, on va abaisser la période d'indemnisation pour les moins de 50 ans. Très bien, moi je dis OK. Et les cotisations dans ce cas-là? Si vous abaissez le temps, mais que je continue, moi, à cotiser la même chose, vous me donnez moins alors que je paye autant. Ça veut dire que ça me coûte plus cher. Je signale que depuis un certain temps, les salariés ne cotisent plus sur l'assurance chômage. Les charges patronales, bien sûr que si. Mais non. Les salariés, regardez votre feuille de paye, vous verrez que vous ne cotisez plus pour l'assurance chômage depuis un certain nombre d'années. Jérôme. Mais je parle des salariés, je parle pas des patrons, c'est deux choses différentes. Je vous parle des salariés. Parce que, in fine, les salariés aujourd'hui ne cotisent plus pour l'assurance chômage. Ça n'a pas été financé. C'est une explication aussi du déficit actuel de France Travail, enfin des ACDIC. Pourquoi? Moi qui suis chef d'entreprise, effectivement, c'est de l'argent. Alors les chefs d'entreprise, Jean-Baptiste Canivet. Ça coûte au patron. Après, dans l'équation que vous posez, c'est-à-dire que moins d'assurance chômage, donc évidemment moins de cotisations à payer pour les patrons pour pouvoir rembourser cette durée d'indemnité qui est moins élevée. Pourquoi pas plus de net pour nos salariés? Parce que vous mettez deux inconnus seulement dans l'équation. Derrière, il faut financer aussi tout notre modèle qui est en déficit. Éclaircissez-nous. Ouais. Notre modèle global est en déficit. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Ouais. Notre modèle global est en déficit. Et cette baisse de durée d'indemnisation, c'est moins pour faire baisser le chômage qui, structurellement, va baisser. Effectivement, parce qu'au bout d'un moment, si vous avez plus d'indemnité, vous êtes plus au chômage. Donc, vous sortez des chiffres. Que pour pouvoir aussi rembourser, quelque part, le déficit du retraite, le déficit de notre modèle social. Et ça, on peut pas simplement dire, on va baisser la durée d'indemnisation, donc du coup, on va baisser les cotisations. C'est un équilibre à deux inconnus. Non. D'autant que, en réalité, la baisse d'indemnisation, elle n'est pas faite pour refaire en sorte que la CEDIC soit excédentaire. C'est quand même ce que avance Aurélien. Elle est pour faire en sorte de combler le déficit. Donc si en parallèle, vous baissez le montant des charges qui ne portent plus que sur l'entreprise et non plus sur les salariés, puisque Macron a supprimé
la cotisation des salariés à la CEDIC en 2018, si mes souvenirs sont bons. Personne ne s'en est aperçu, mais enfin c'est quand même un soulagement pour les salariés. Eh bien, vous aurez un déficit qui sera le même. Donc vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous attaquez pas à l'employabilité des personnes, mais vous attaquez ni plus ni moins. Mais c'est une mesure technique, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une mesure comptable. Sur une question de société, on est exactement là-dessus. Il y a une problématique de croissance, certes. Il y a une problématique de désindustrialisation. Il y a une problématique de capacité d'emploi, donc de formation, et il y a une problématique de niveau de travail. Il y a tout ça qui se joue. Et plutôt que juste sur un petit point, c'est essayer d'avoir une vision à peu près globale de tout ça, un projet à peu près global, c'est-à-dire comment on fait pour relancer une capacité de travailler, une capacité de produire que l'on a largement perdu depuis à partir des années 80. On a perdu depuis les années 80 plus de 2,5 millions d'emplois dans l'industrie, qu'on a gagné avec à peu près 2,5 millions d'emplois dans la fonction publique. Mais à un moment donné, tout ça se paye. Donc ça fait partie de l'enjeu, et sans doute que plutôt de dire juste sur un petit élément, dire comment on fait pour justement retrouver une croissance qui soit équilibrée, qui respecte les enjeux écologiques, comment on fait face à l'IA qui est en train de se développer, qui pose un problème. On a fait une étude avec un collègue où on montrait que c'est étonnant, pour la première fois, c'est une révolution technologique qui va plutôt défavoriser les jeunes, y compris des jeunes formés, et plutôt favoriser des vieux, parce que globalement ils ont de l'expérience. Et dans la période actuelle, il y a besoin de plus d'expérience qu'autre chose, puisqu'on peut remplacer assez facilement des gens inexpérimentés avec de l'IA. Alors ça durera ce que ça durera, parce que les gens ont aussi découvert que c'est très très cher l'IA, c'est très très cher économiquement, et c'est aussi très très cher écologiquement. Donc il faut réduire la période d'indemnisation de l'IA. De l'IA depuis plus de 50 ans, du coup. C'est eux qui trouveront du boulot plus tard, plus les jeunes. Oui, il n'aime pas les plus de 50 ans. Moi, je souhaite apporter un tempérament à ce qui a été dit sur le fait qu'un candidat, quel qu'il soit, puisse égrener une ou plusieurs propositions. Attendez, on ne va pas reprocher aux candidats de s'engager, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, sur certains sujets. On a vu par le passé que ne pas mener campagne pouvait être aussi assez gênant pour une élection présidentielle. Donc moi, je fais confiance à tous les candidats, quels qu'ils soient, pour s'engager dans un débat, et ça vient... Enfin, je veux dire... Eh ben justement, la question du débat, les débats vont venir, il y en a au MEDEF, pas du tout cette impression. Cet après-midi, lors du Rassemblement des entreprises de France qui se tient à Roland-Garros, on va l'aborder dans un instant justement sur Sud Radio. Est-ce que vous trouvez normal qu'un débat présidentiel, le premier qui puisait, se tienne entre les mains du grand patronat, celui du MEDEF? Qu'est-ce que c'est que cette grand patronat? Qu'est-ce que c'est cette qualification de grand patronat? C'est la question qu'on se pose. Jérôme, on débat après. Détendez-vous, ça va. Du MEDEF, tout va bien se passer, Jérôme. Attendez, arrêtez. S'il vous plaît, Serge Guérin. C'est quoi Je ça? veux juste embrasser Aurélien, qui est toujours avec nous. Merci Aurélien de nous avoir appelés. Je vous embrasse très fort, Aurélien. Allô, vous nous entendez? Oui, très bien, merci. Vous avez été, comme nous, traumatisé par la réaction de Jérôme, c'est pour ça. Non, pas du tout. Bon, merci Aurélien, je vous embrasse. Allez, bougez pas sur Sud Radio, et puis vous réagissez au 0826 300 300. Je crois que Jérôme est déjà en train d'appeler, d'ailleurs, le standard de Sud Radio. J'appelle le MEDEF. À tout de suite sur Sud Radio. Merci beaucoup Jean-Paul Delperrier. Je rappelle, vos pronostics sont à retrouver sur le site de Sud Radio, sudradio.fr. Également sur l'application Sud Radio que vous pouvez télécharger sur iOS et Android. Et d'ailleurs, qui autour de la table a l'application Sud Radio? Celui qui ne l'a pas, il est viré. Serge Guérin, vous l'avez? Non. Ok, vous sortez. Jérôme Dubu? Non, je sors. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Jean-Baptiste? Faut que je la retélécharge, j'ai perdu mon portable cet été. Mais c'est pas possible. Vous me téléchargez cette application avant midi, messieurs, s'il vous plaît. Il y en a une qui l'avait. Ah bah Anne Durez, elle l'a. Anne, elle l'avait. Anne va rester. Bravo Anne. Bravo Anne. Anne va rester. Mesdames et messieurs, téléchargez l'application Sud Radio. C'est là quand même la meilleure façon de nous écouter et de nous suivre. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Non mais vraiment, ça va plus. Même les débatteurs n'ont pas l'application Sud Radio, je vous jure. Est-ce qu'Anthony a la réalisation là? Bien sûr, quelle évidence. Je continue l'évaluation. Bravo, Manu au standard aussi.
Oui, il confirme aussi. Il confirme, voilà. Vous voyez, ça, ce sont des vrais corporatistes. Dans un instant, on va revenir sur ce débat qui se tiendra, débat économique, cet après-midi lors de la REF, le Rassemblement des entreprises de France, à Roland-Garros, sous la tutelle du MEDEF. Est-ce que vous trouvez normal que le premier débat présidentiel se tienne entre les mains... Allez, je vais provoquer Jérôme Dubu, du grand patronat de France, mais aussi des entrepreneurs de France. Est-ce que vous trouvez normal que ça se tienne là-bas? C'est retransmis d'ailleurs en direct par nos confrères de LCI. Mais avant cela, vous ne pourrez plus dire que nous ne vous l'avez pas dit. C'est notre chronique de tous les jours à 11h avec Antoine Dizy, où on revient sur un discours qui a été tenu par une personnalité politique dans l'histoire et qui a une résonance particulière aujourd'hui. Antoine, vous nous emmenez du côté de Lionel Jospin. Exactement, nous sommes en 2002, 16 candidats sur la ligne de départ, un record sous la 5e République. À gauche, ils sont 8 à vouloir entrer à l'Élysée, trop de candidats, trop de voix dispersées, et le 21 avril, le coup près tombe. Lionel Jospin termine 3e, derrière Jacques Chirac, mais surtout derrière Jean-Marie Le Pen. Pour la première fois, l'extrême droite atteint le second tour d'une élection présidentielle. Le soir même, Lionel Jospin prend la parole. Au-delà de la démagogie de la droite et de la dispersion de la gauche qui ont rendu possible cette situation, j'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. 25 ans plus tard, difficile de ne pas y penser, car pour 2027, les prétendants sont déjà nombreux. À gauche, chacun cherche encore sa place. Plusieurs candidats, plusieurs stratégies, plusieurs façons de vouloir battre les extrêmes. Mais cette fois, la bataille se joue aussi de l'autre côté. À droite et au centre, là aussi, les ambitions se multiplient. Chacun veut être celui qui ira au second tour. Et pendant que les candidats s'accumulent, les voix, elles, se divisent. En 2002, quelques points avaient suffi pour tout faire basculer. En 2027, le premier tour pourrait lui aussi se jouer à très peu. Alors maintenant, reste à savoir qui fera le même discours en avril prochain. Sans cynisme aucun, faudrait-il que la gauche fasse les scores de Lionel Jospin à l'époque, ce qui n'était pas le cas en 2017 ni en 2022. N'est-ce pas, messieurs, en plateau? Moins qu'on puisse dire. 6,36% pour Benoît Hamon et 1,75% en 2022 pour. Oui, mais enfin, Mélenchon a fait plus que Jospin. Oui, bien sûr. Mais Mélenchon est de gauche, à ma connaissance, non? Allez, un point sur les réseaux sociaux avec vous, Alexandre Saint-Etienne. Oui, vous avez été très nombreux à réagir autour de cette question sur le chômage. Comme Édouard Philippe, êtes-vous favorable à abaisser la durée d'indemnisation à 12 mois maximum pour les moins de 50 ans? Eh bien, pour 76% d'entre vous, c'est non. Avec, par exemple, Carole qui nous dit « C'est une honte absolue, tout est fait pour tordre le bras des chômeurs et qu'ils acceptent les emplois les plus difficiles avec des salaires minables. Où va le pognon des cotisants ?» Ou encore Virginie qui nous explique qu'à partir du moment où les gens ont cotisé sur leur salaire, ce droit ne doit pas être modifié juste pour permettre à d'autres de ne pas renoncer à leurs privilèges accordés par l'État. Je ne sais pas si vous avez entendu respirer en plateau, mais ça sentait l'exaspération à la réaction de Jérôme Dubu et Jean-Baptiste Canivet. Ça vous fait réagir ce que vient de dire Carole? Oui, c'est encore une fois, c'est plein de bon sens, évidemment. Merci Alexandre. Il y a une question qu'on peut se poser pour terminer là, c'est que les personnes qui ont cotisé éventuellement pour avoir 18 mois de chômage maintenant se retrouvent un peu gros gens comme devant. Donc il y a aussi une part d'égalité par rapport à ça. Bon. Non mais ça reprend. Moi je trouve très intéressantes et je m'y attendais. Je m'attendais à ce que ce soit 80% de négatifs pour la mesure. Ça prouve qu'on ne peut pas, contrairement à ce qu'a dit Anne tout à l'heure, quand on est candidat à la présidentielle, égrener des mesures comme ça, parce que finalement ça n'a aucun, j'allais dire, c'est pas contextualisé, c'est balancé comme ça. On ne sait pas très bien pourquoi. C'est mal expliqué. C'est repris plus ou moins bien par la presse. Bref. Au total, qu'est-ce qui se passe? On perd des électeurs, c'est tout. Voilà. Anne Durez. Et quand je regarde les sondages, c'est exactement ce qui se passe pour Édouard Philippe. Il est en train de perdre des électeurs. Anne Durez. Écoutez, vous entendez ce qu'il y a à la réaction? Oui, je fais ce constat. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure de cette proposition. Oui, non, mais je ne parle pas de la proposition en elle-même, mais davantage de l'indignation là qui nous est transmise sur les réseaux. De Sud Radio. Je comprends l'indignation. Et l'une de vos auditrices a
a bien souligné le fait, l'état d'esprit des personnes Carole, qui sont au chômage, et deuxièmement, je le redis, je me répète, la formation est clé. Je veux dire, c'est clé à tout âge. Quand on veut se former aussi. Hein. Alors là, je suis certaine que beaucoup souhaitent se former. Mais on arrive à un moment, encore une fois, où il n'y a plus d'argent. Quand on peut aussi. Hein. Quand on peut, oui, il y a aussi des il y a des budgets qui sont dédiés parfois pour ça. on vous présente. Non, mais moi j'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui disaient on me propose des formations, mais rien qui ne me corresponde ou qui ne m'intéresse. Mais après, il y a un budget de formation personnelle qui permet aussi d'aller vers des formations qu'on souhaite faire. L'OPCO, on parlait d'application tout à l'heure. Mon compte formation, c'est téléchargeable. On voit à quel niveau on est de budget formation, et derrière, il y a tout un éventail, un annuaire d'organismes agréés qui nous permettent de choisir la formation qu'on veut. Ébéniste, cuisinier, photographe, IA. Anne a raison, la formation tout au long de la vie, c'est très important. Il n'empêche qu'en parallèle, encore faut-il qu'on crée des emplois, qu'on ait une économie qui crée des emplois. Parce que si vous formez sans qu'il y ait de création d'emplois en parallèle, or qui crée des emplois, c'est jusqu'à nouvel ordre le secteur privé. Serge Guérin, sociologue que vous êtes, vous entendez, vous, quand nos auditeurs et auditrices sont exaspérés par ce genre de formule ? Oui, bien sûr que je l'entends, et il y a aussi pour beaucoup se dire quelqu'un qui est en surplomb, qui nous fait la leçon. Il y a quand même quelque chose autour de ça, par rapport aux élites, par rapport aux énarques, qui, je rappelle, sont fonctionnaires, donc n'ont aucun risque par rapport à l'emploi. Donc il y a aussi tous ces éléments-là qui peuvent jouer, et donc il y a aussi sans doute un sentiment, bien mal, c'est pas mon rôle de juger, mais un sentiment de se dire on est pris pour pas grand chose, on est méprisé, et donc il y a quelque chose qui est très très puissant en France, pas qu'en France, mais en tout cas qui est très très puissant en France, de se sentir méprisé par ce duo pour aller très très vite. Et justement. Ce duo, on va en parler. Trop fort. Ce duo, justement, le grand patronat, comme n'aime pas l'appeler Jérôme Dubu, en tout cas les entrepreneurs de France. Je sais que ça vous exaspère, je le fais exprès, Jérôme. Mais j'ai bien compris qu'on m'exaspérait ce matin. Mais je fais exprès, j'aime bien vous voir dans cet état, parce que c'est là où vous êtes le meilleur et que vous donnez le meilleur de vous-même, mon cher Jérôme. Et vous savez à quel point je vous aime. Justement, vous trouvez normal que le premier débat présidentielle avec les candidats présumés, parce que pour l'instant ils n'ont pas les parrainages, on le saura qu'au mois de janvier, ça, mais pour l'instant les candidats présumés, ceux qui en tout cas se disent en lice et sont partis pleine balle pour cette candidature à l'élection présidentielle, que ça se tienne entre les mains du MEDEF, le syndicat du patronat, si vous préférez, Jérôme, de manière générale. Non, d'abord, le MEDEF, c'est pas le syndicat du patronat, c'est le syndicat des entrepreneurs. Ça s'appelle le Mouvement des entreprises de France. Et il y a à peu près 200 000 adhérents. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 200 000 adhérents, il y a 199 000. C'est pour ça que je vous repose. Il y a 199 000 PME. Donc c'est plutôt le mouvement des entreprises petites et moyennes. Alors je sais bien qu'après, évidemment, les grandes entreprises sont aussi adhérentes au MEDEF, mais moi je trouve tout à fait légitime que les entrepreneurs invitent les candidats à la présidentielle. Je comprends pas cette question. Pourquoi pas ? Pourquoi pas le MEDEF ? Enfin, Puis une question d'emploi du temps aussi. Jean-Baptiste Canivet. C'est bien français, ça. Hein. La date de rentrée correspond aussi à la première occasion pour les candidats de s'exprimer. Après, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et je trouve raisonnable que les entrepreneurs écoutent peut-être en premier les présumés candidats, même si on se fait pas trop de doutes sur les signatures, bien qu'il y en ait que 7 sur les dizaines qui se sont déclarés aussi. Il n'y en a que 7. Ouais. Mais je rejoins Jérôme. C'est pas le grand patronat. C'est l'organisation des entrepreneurs, et parmi ces entrepreneurs. Vous avez compris que c'était volontairement provocateur parce que dans l'esprit des gens, le MEDEF c'est très souvent associé au grand patronat, au grand patron. Bien sûr, évidemment, mais c'est une image qu'il faut combattre. Moi, je suis administrateur du MEDEF des Côtes-d'Armor. J'ai une entreprise de 15 personnes. J'y suis active. J'y serai tout à l'heure. Mon président, qui a une entreprise qui s'appelle Massé Entreprise, pour pas faire de promotion, mais qui fait de la campanologie, donc des cloches, des carillons, a une belle PME costarmoricaine, mais qui n'est pas Bouygues, qui n'est pas AXA, qui n'est pas la Société Générale. Et c'est plutôt ces gens-là qui représentent le MEDEF aujourd'hui. Et ça, il faut le prendre en compte. Évidemment, il y a une question d'image qu'il faut combattre, et je
continuerai à le faire pour dire, comme Jérôme et comme d'autres, que le MEDEF est représentant des petits patrons. On revient dans un instant. Si ça vous fait réagir, évidemment, vous nous appelez au 0826 300 300 et puis j'entendrai Anne Durez et Serge Guérin, évidemment. Vous avez le droit à la parole, chers amis, on ne vous censure pas. Même si on n'est pas au MEDEF. Même si vous n'êtes pas au MEDEF. Au contraire. Le MEDEF laisse surtout la parole. D'ailleurs, parce que j'ai l'impression que on n'a que ça autour de la table. Des gens du MEDEF. Ah bon? Qui ça? Je sais pas, suivez mon regard. À tout de suite sur Sud Radio. 13h, Anthony Martin Smith. Je peux vous dire, les amis qui nous écoutez sur Sud Radio, que en plateau, c'est très animé. Alors j'espère qu'ils vont être autant animés à l'antenne qu'hors antenne. Posez-nous les mêmes Durez, questions qui hors est là, question. Jean-Baptiste Canivet, Jérôme Dubu et Serge Guérin qui sont avec nous en plateau. La question que l'on continue de se poser, et je voudrais entendre Anne Durez là-dessus, c'est est-ce que vous trouvez normal que le premier débat présidentiel avec 7 candidats présumés sur 10, je vous détaillerai lesquels dans un instant, se tienne entre les mains du MEDEF, le syndicat des patrons d'entreprise, si vous préférez, Jérôme Dubu, puisque je sais que vous ne voulez pas entendre parler de grands patronats, ni de patronat de France, même si, quoi qu'il arrive, ça reste des patrons. Anne Durez. Je trouve non seulement que c'est normal, compréhensible, c'est même sain qu'il y ait un débat. C'est sain qu'il y ait un débat parce que... Oui, mais est-ce que c'est sain qu'il se tienne entre les mains des patrons ? Non, mais les patrons, il y a des patrons de grandes entreprises, du CAC 40, des patrons de PME, de TI et de TPE. Ça, c'est la première chose. Ensuite, et les auditeurs le comprennent bien, et je pense tout le monde ici autour de la table, le politique et l'économie sont intimement liés. Enfin, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Pourquoi c'est intimement lié ? Parce que le politique prend des décisions, les fait voter, décisions qui vont ensuite s'appliquer aux entreprises. Donc si les entreprises ne sont pas en capacité de faire valoir leurs arguments, leurs attentes, leurs préoccupations, je pense que c'est quand même dangereux pour le futur de l'économie dans notre pays. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Ensuite, j'ai suivi un peu les débats de la REF. Il y a aussi d'autres débats. Il va y en avoir un cet après-midi entre les représentants d'un certain nombre d'entreprises des Outre-mer, parce que je pense qu'il est très important de ne pas oublier nos Outre-mer. Il serait temps, surtout. Et les politiques, absolument. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. Donc pour ceux qui souhaitent écouter cela, ce sera possible cet après-midi. Et il y a aussi eu un débat hier, en fin de journée, entre des jeunes parlementaires et le MEDEF. Donc, encore une fois, il n'y a pas eu que les représentants des grandes entreprises. Ça, c'est c'est un point que je voulais souligner. Et puis ensuite... Mais vous entendez quand même que les Françaises et les Français associent très souvent le MEDEF aux grandes entreprises. Mais par ignorance, probablement. Et ça a été souligné à juste titre par Jérôme Dubu, par toutes les personnes présentes ici autour de cette table. C'est pas le grand patronat contre les autres. Puis vous savez, le grand patronat, les grandes entreprises travaillent souvent avec des PME ou des TPE. Donc, il faut écouter tout le monde. Les entreprises participent au débat démocratique. Et je l'ai dit au début de mon intervention, il est sain qu'il y ait ce dialogue. Et d'ailleurs, les politiques vont aller rencontrer aussi les autres corps intermédiaires, les enseignants, les agriculteurs, enfin les syndicalistes. Et c'est sain. On reproche souvent aux politiques de pas assez dialoguer. Voilà, le dialogue a lieu, commence. Vous l'avez dit, il se trouve que la REF se tient fin août. Bon, c'est très bien. À 16h45, à Roland-Garros, retransmis en direct chez nos confrères de LCI, présenté par notre consoeur Amélie Carwer, et les candidates et les candidats présumés pour l'instant, parce que en tout cas ils sont positionnés mais ils n'ont pas encore les parrainages. Il y aura notamment Marine Tondelier, les écologistes, Bruno Retailleau, les Républicains, Édouard Philippe, Horizon, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, Marine Le Pen, Rassemblement National, Raphaël Glucksmann, Place Publique, et puis Gabriel Attal, Renaissance. Serge Guérin. Alors, première chose, je voudrais rappeler quand même que quand on demande aux Français en qui vous avez confiance, ils mettent très très haut, alors non pas les très grandes entreprises, mais ils mettent très très haut les
PME, entreprises moyennes. Donc il y a quand même un truc qui est... Les entreprises de proximité, voilà, quoi. Qui est quand même un vrai sujet, c'est-à-dire que les politiques arrivent autour de 10% de confiance, c'est tout en bas. Et les entreprises arrivent quand même tout en haut. Donc il y a aussi une réalité à prendre de ce côté-là. Deuxième élément, en vous écoutant, je repensais qu'il y avait une étude qui a été demandée et 60% des Français souhaitaient qu'il y ait comme candidat à la présidentielle un chef d'entreprise. Celui qui arrivait en tête, c'était Michel-Édouard Leclerc. Je pose pas bien, pas bien, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quand même une attente de plein de gens pour dire peut-être qu'il faudrait des gens qui connaissent un peu l'entreprise. Pour, Mathieu Pigalle, c'est un chef d'entreprise. C'est un banquier. Vous êtes dur. Ah non, c'est un fait. Oui, mais il soutient quelques médias. Ouais, Mathieu Pigalle, c'est un chef d'entreprise et un politique averti quand même aussi. Non, mais voilà. Donc, là, encore une fois, on a Xavier Niel aussi qui. Oui, mais je dis pas lesquels noms et tout ça. Ouais. C'est simplement que c'est quand même intéressant de se dire que 60% des Français aimeraient bien se disent qu'après tout un chef d'entreprise serait peut-être plus efficace qu'une personnalité politique. Je dis pas c'est bien, c'est mal, c'est pas le sujet. En tout cas, il y a quand même cet élément-là. Troisième élément, notion de confiance. On parlait de croissance, de développement économique. On sait bien. Alors là, c'est documenté de partout. C'est quand j'ai confiance et quand je suis un minimum optimiste que je prends des risques. Si j'y crois pas, je prends moins de risques. Ça fait partie du jeu. Bernanos disait, l'espérance est un risque à prendre. Donc, je prends mon risque quand j'ai un peu d'espérance. C'est beau ce que vous nous dites. Répétez ça j'aime bien. L'espérance est un risque à prendre. Georges Bernanos. Notez, mesdames et messieurs. non, mais vraiment, du coup, c'est des petites phrases comme ça qui font du bien aussi. Mais oui, et du coup, si je suis pas optimiste, si j'y crois pas minimum, je vais pas me lancer. Et donc, du coup, on sait bien que le développement économique, il est entre autres que des entreprises toutes petites, moyennes, grosses, tout ce qu'on voudra, c'est aussi qu'il y a des gens qui disent, allez, j'y vais. Je vous en fais une autre, prends ton risque, à force de te regarder, ils s'y feront. René Char. On a René Char et Bernanos autour de cette table. Merci Serge. Voilà, mais du coup, il y a ça aussi. Et donc les politiques, ils ont aussi un enjeu majeur. Est-ce que vous me faites un minimum confiance par rapport à mes projets et pas juste une petite réformette dans un coin ou pas? Et donc, après tout, que le MEDEF ait profité de ce truc-là, il y avait la question chronologique et il y a en effet, il y a une problématique majeure de confiance parce que là, en ce moment, la confiance en l'avenir, elle est quand même très très faible. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On recrute pas. Du coup, même, je suis prof en école de commerce, même sur l'apprentissage, on a plus de difficultés parce que les boîtes se disent, je vais peut-être pas y aller là tout de suite parce que je sais pas trop ce qui va se passer en mai. Donc, il y a quand même tout ça qui se joue. Donc, de ce point de vue-là, il me semble que le MEDEF joue son rôle. Puis, il y a aussi un truc un petit peu au sein du MEDEF. Il y a le MEDEF, puis je vous rappelle qu'il y a un autre organisme qui s'appelle la CGPME, qui s'appelle plus la CGPME d'ailleurs. Qui s'appelle plus la CPME non plus. Oui. Voilà, et donc, mais ça s'appelle comment? Qui s'appelle les entrepreneurs. Voilà. Et donc, oui, donc il y a aussi cette idée de. Alors, on peut être, je crois, adhérent des deux. C'est malin d'ailleurs comme changement de nom. Et c'est très très malin. Le patron de ce truc-là est très très malin. Et, mais c'est aussi intéressant parce qu'ils ont aussi des enjeux entre eux. Un peu comme les syndicats de salariés, de se dire faut que j'existe quoi. Donc il y a tout ça qui se joue. Donc de ce point de vue-là, ils ont bien joué chronologiquement, ils ont bien joué politiquement, et encore une fois, ils répondent en partie à une problématique réelle des Français qui disent est-ce qu'un chef d'entreprise ça serait pas mieux? Et une problématique réelle des entreprises, c'est bazar de sort. Si on n'a pas confiance, on n'y va pas. Je suis vraiment pas sûr qu'un chef d'entreprise puisse être Jean-Baptiste Canivet, un bon président de la République. Alors oui, moi je dirais c'est vraiment deux mondes qui sont totalement différents. Mais ma question est pas là. Ça ferait un mauvais politique. 60% des Français aimeraient bien. La première chose, c'est que dans la liste que vous avez donnée tout à l'heure des participants, elle est 7. Il y a quand même une première, c'est que Jean-Luc Mélenchon est là. C'est la première fois qu'il vient au MEDEF depuis qu'il est LFI. Il est venu en tant que... Il se normalise alors? J'en sais rien, mais en tout cas, il envoyait les années précédentes, il envoyait Bompard en règle générale. Là, c'est lui qui vient en tant que candidat. C'est quand même une vraie première question que je vous pose, Jérôme. Voilà. Il se normalise, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, oui, comme d'habitude. Quand vous êtes à 15% et que vous voulez aller à 20, 22, vous vous normalisez. Et ce qu'il fera d'ailleurs, ce qu'il a toujours fait. Il a toujours fait. C'est pas une nouveauté. Et puis deuxièmement, il va aller chasser sur les terres du centre et de la droite. Je ne sais pas s'il va aller chasser sur les terres du centre et de la droite, mais il va essayer de rassembler au-delà des 15% qui lui sont quasiment acquis aujourd'hui. Regardez, on en parle. Voilà. C'est une occasion pour lui de prendre la parole. La preuve, on en parle. Moi, ce qui m'inquiète quand même, le fait que ce soit si tôt, m'inquiète sur le contenu des échanges et du débat. Et puis le deuxième point, c'est que Marine Le Pen fait son retour, puisque avant c'était Jordan Bardella qui venait aux rencontres des entreprises de France. Les années précédentes c'était toujours lui. On pensait que ce serait lui. Bon, ça a changé. C'est quand même une nouveauté aussi parce que Marine Le Pen fait son retour devant les chefs d'entreprise. C'est MEDEF aussi qui a imposé en disant il faut des candidats. Avec des rapports entre les deux qui sont pas toujours très très faciles. Dans un instant, votre regard sur l'actualité, coup de cœur ou coup de gueule, Jérôme, ce sera. Vous en avez un? Non, c'est un coup de gueule. Enfin, c'est une mise en garde. Sûr?
Les sondages. Les sondages. Anne Durez, vous en aurez ? Oui, absolument. Un coup de cœur pour Yvette Roudy, que les plus jeunes, ça peut prêter à sourire. Yvette Roudy et Sophie Adno, qui ne sont pas de la même génération, mais 2 coups de cœur pour 2 femmes. Très bien. Jean-Baptiste Canivet ? Oui, un coup de gueule sur la fermeture des urgences de l'hôpital de Dinan. Oui. Serge Guérin ? Bah tiens, ce sera un petit coup de cœur. Ah, sûr ? Sur un livre. Sur un livre. Ouais. Vous ne pouvez pas nous dire lequel ? Bah si je peux, oui. Allez-y. Une vie bouleversée. Une vie bouleversée. Et je rappelle, vous êtes auteur de Quand le sexe n'a pas d'âge et l'amour non plus, aux éditions Michelon. Ça va m'intéresser, on va en parler entre nous là. On revient dans un instant sur Sud Radio. Vous réagissez évidemment au 0826 300 300. On enregistre. Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin Smith. De retour avec vous, mes amis, au 0826 300 300. Vous nous appelez pour réagir aux différents sujets qui nous occupent depuis tout à l'heure. Il y aura la radio libre avec vous à partir de 12h15. À partir de midi, je recevrai la cofondatrice du Nutri-Score. On parlera notamment de comment bien manger à cette rentrée. 12h40, mon invité avec Clément Barguin, Johan Gillet, député Rassemblement National du Gard et aussi directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen. Ça va être intéressant, je pense, comme échange. Et puis toujours autour de cette table, Jean-Baptiste Canivet, Anne Durez, Jérôme Dubu qui est en forme, Serge Guérin qui l'est tout autant. Comme toujours. Voilà. Et curieusement, ils sont à ma droite. Vous êtes très bon aussi. Mais à ma gauche, ils sont en forme aussi. Hein. La gauche se porte bien, mesdames et messieurs. En pleine forme. Au 0826 300 300, probablement que vous aussi, ça va bien. Serge Guérin, ça tombe sur vous. On parlait de votre livre tout à l'heure, Quand le sexe n'a pas d'âge et l'amour non plus, aux éditions Michelon. Mais c'est pas de celui-là dont on va parler, bien dommage. D'ailleurs, puisque j'avais envie de parler de sexe, mais vous allez nous parler de toute autre chose. Ouais, un livre. Alors, un coup de cœur. Ouais, un coup de cœur. C'est pas un livre du tout récent. C'est un livre d'Etty Ellissom, Une vie bouleversée. Etty Ellissom. Alors il y a une série qui est passée sur Arte, qui reprend un peu son histoire. Et alors elle parle de sexe d'ailleurs dans le livre, mais globalement pour la faire courte, d'abord c'est écrit de manière extraordinaire. De manière magnifique. Je la fais courte, c'est jeune femme juive, en Hollande. Et puis elle écrit son journal. Et en fin de compte, elle garde jusqu'au dernier jour, parce qu'elle sait très bien comment ça va se terminer. Elle garde jusqu'au dernier jour une espèce de truc en disant faut que je sois là, faut que j'aide, faut que je sois présente, faut que j'aide les autres, et ainsi de suite. Et c'est autour de sa vie. Elle continue à se poser des grandes questions métaphysiques. Qu'est-ce que je vais devenir ? Bref, plein de choses sur la croyance, sur Dieu. Et c'est pour moi, c'est un espèce de livre de joie et d'espoir. Alors même que le sujet est absolument dramatique, mais elle l'écrit. Alors, elle a fini dans les camps, mais ça aurait été une écrivain extraordinaire. Et donc c'est une manière aussi de se calmer un peu, de se dire il y a quand même des choses beaucoup plus graves que nos petites histoires, quoi. Donc c'est aussi c'est là le lien avec votre regard sur l'actualité, parce que je vous suivais pas là. Remarquez, l'antisémitisme est vraiment d'actualité. Donc on peut faire un lien très très fort de ce point de vue-là. Non, mais j'entends. Et dans les 7 candidats qui vont intervenir tout à l'heure, on en trouvera. Moi, je n'ai pas lu. Il n'y a pas que Jérôme que je mets en boîte, je vous rassure. Tout le monde prend le même tarif. Il y a des bons clients ici. Jérôme Dubu. Non, mais pour reprendre ce que dit Serge, j'ai essayé de regarder le premier épisode de la série sur Arte. J'ai pas lu le livre. Je n'ai rien compris. Bon, allez, je n'ai strictement rien compris. Parlez-nous de votre coup de gueule. J'ai dû m'arrêter. Votre coup de gueule, Jérôme. Alors mon coup de gueule, c'est pas un coup de gueule, c'est un avertissement, une mise en garde sur les sondages. Tout le monde fait des sondages en ce moment. Il y en a 2 qui sont sortis, dont celui de Sud Radio, LCI et Le Figaro, je crois, qui est fait par l'IFOP sur les présidentielles. Bon. Moi, j'ai connu depuis 81 un certain nombre d'évolutions des présidentielles. Je les ai suivies, j'y ai participé, j'ai milité, etc. Et c'est très difficile. Non, pas encore. Mais il s'est présenté. Oula, tout est dans le pas encore. Voilà. On a regardé un peu tout ça. Et lorsqu'on est au mois de septembre de l'année qui précède l'élection, elle a lieu au mois d'avril-mai. En général, celui qui est en tête ou celle qui est en tête n'est pas élu. Bon. Vous regarderez, sauf un cas en 87, Mitterrand était déjà réélu au mois de septembre 87 pour 88. Et Macron 2022. Voilà. Et Macron 2022, quoique les écarts se sont réduits. Mais enfin bon, voilà. Donc il faut faire attention, et moi je n'aimerais pas qu'on ait une course au sondage. Alors je sais que ça intéresse les gens, pour partie,
Je les trouve d'ailleurs pas très très fiables. On a vu au municipal que monsieur Aulas était élu avec 60%, puis finalement il a perdu. Donc tout ça est à prendre avec des pincettes. Et donc je mets en garde. Il y avait eu le débat. Il n'avait pas été bon. Et je crois que ça avait été très déterminant. Enfin, un mois avant, il est donné 60-40 dans les sondages. Le débat n'a pas été bon du tout, Jérôme. Mais dans ces cas-là, ça vous payez cher. Regardez Marine Le Pen, Emmanuel Macron, elle l'a payé aussi cher. On ne perd pas 20 points dans les sondages avec un débat. Non, vous avez raison. Ça n'existe pas. En tout cas, on sait que la capacité de faire une campagne joue énormément. Il n'a pas perdu de 20 points. Bah si, il était 60. Il était à 60, il a perdu. Il a perdu. Jusqu'à la dernière minute, c'était quand même très serré. Vous rappelez-vous quand même. Ah non. Un mois avant, il était à 60. Non, il a perdu 20 points. Mais en 80, Giscard était réélu. En 87, Barre était élu. Ça. Merci pour la en précision, 94, Édouard Balladur était élu. Il n'a pas perdu de 20 points. Même au premier tour. Quasiment, enfin bref, faisons attention. Oui, voilà. Non mais... Et n'égrenons pas des sondages comme ça qui forment l'opinion en disant c'est madame ou c'est monsieur un tel qui seront au deuxième tour, qui sera élu, etc. Moi je crois que tout est ouvert, tout peut arriver, et donc soyons prudents sur l'évaluation et sur la connaissance des sondages. Anne Durez, ce sera quoi du coup? Un coup de cœur, je crois. Oui, un coup de cœur pour deux femmes de deux générations bien différentes. La première, Yvette Roudy. Pourquoi mon coup de cœur? C'est une femme qui nous a quittés il y a quelques jours. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lui rendre hommage. C'est une grande pionnière du féminisme. C'est la première femme qui a été ministre en charge des droits des femmes avec un ministre de plein exercice. Donc, elle a joué un rôle vraiment très important dans la lutte en faveur de l'égalité, notamment professionnelle entre les femmes et les hommes. Et pourquoi je pense à elle? Parce que, en dépit, elle était ministre en 1983. Vous faites le calcul, ça fait 42 ans, si je ne fais pas d'erreur. Oui, 43 ans. 12, 43, vous avez raison. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans, merci. Voilà. Bien, je vous encourage. Regardez comment les sociologues parfois peuvent être imprécis. Enfoiré. Merci de vos encouragements. Donc, bref, tout ça pour dire que il a fallu plusieurs lois, c'est quand même important de le souligner. Il a fallu plusieurs lois, dont l'une d'elles assez récemment, qui parle d'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les combats en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment, c'est ce qu'on fait au sein de Femmes de Loi, de la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, c'est un combat qui malheureusement, je dis malheureusement, reste à mener. Un chiffre, il y a encore en moyenne entre 20 et 22% d'écart salarial entre les femmes et les hommes aujourd'hui, en 2026, pour des postes équivalents. Il faut en parler au grand patronat. Georges Dubu. Très bien. Seconde femme, donc il n'a pas digéré. Seconde femme, alors là, elle est dans l'actualité, Sophie Adno. Grande femme aussi. Deux rôles modèles. Sophie Adno, elle est formidable dans son parcours, et je pense qu'il est important aussi de souligner que dans les écoles d'ingénieurs, il faut davantage de femmes, dans les écoles scientifiques, dans les écoles d'ingénieurs. Donc il y a des efforts qui sont faits en cela, il y a des tas d'associations de femmes qui promeuvent les études d'ingénierie, les études scientifiques. Mon second hommage et mon second coup de cœur, et je dirais, c'est l'histoire et l'espace qui sont comme deux ponts entre ces deux femmes pour continuer à faire rêver tous, hommes et femmes, et puis les petites filles aussi, certainement. C'est vrai. Moi je dirais que Sophie Adno, elle est lunaire. Joli, bien trouvé. Joli. Super. Ça, c'est pas Bernanos. Et Yvette Roudy, terre à terre. Très bien. Elle était très concrète. Donc c'est l'espace qui les réunit. Jean-Baptiste Canivet. Alors moi, c'est un coup de gueule qui est à la fois très local, mais qui concerne, je pense, beaucoup de personnes sur la France entière. C'est la fermeture la nuit des urgences de l'hôpital de Dinan, qui était fermé en juillet, août, septembre. On ne sait pas si ça va durer, c'est du provisoire qui dure. La nuit, avec un aiguillage vers les hôpitaux de Saint-Malo, Rennes ou Saint-Brieuc. Je trouve que c'est un très mauvais signal pour un bassin de 100 000 habitants, Dinan agglomération, de voir cet hôpital, cette possibilité de se faire soigner la nuit fermé. C'est-à-dire que sous l'égide d'une bonne gestion,
on fait fi des problématiques que peuvent rencontrer des gens, encore une fois, qui habitent à Saint-Carnet, à Tréfumel, à Trévron, qui la nuit vont avoir des problèmes de santé, des personnes plus âgées, et qu'on va devoir envoyer en urgence, en ambulance ou par leurs propres moyens à plus d'une heure de route. Ben, vous avez vu d'ailleurs cette proposition, on en avait débattu en début du mois de Philippe Juvin à l'Assemblée nationale, qui se dit favorable à la fermeture des hôpitaux de proximité d'une centaine de lits pour justement développer des gros pôles de santé. Vous avez vu ça ? J'ai vu ça et je trouve que c'est une bonne idée sur le papier, mais une très très mauvaise idée en pratique. Le problème, c'est que j'ai l'impression que nos politiques aujourd'hui raisonnent beaucoup sur le papier, mais sont pas beaucoup confrontés au terrain. En tout cas, c'est ce que nous disent les personnes qui nous écoutent. On peut pas faire trop ce procès à Philippe Juvin, qui est quand même c'est pas un procès médecin à Philippe hospitalier Juvin. depuis des années, chef de service, il connaît l'hôpital. C'est pas un procès à Philippe Juvin. Là, c'est de manière générale. Non, sur le papier, c'est une bonne idée. Maintenant, quand on confronte les choses au réel, ça peut poser quand même question. Les formules Excel sont bonnes, c'est-à-dire qu'on va trouver juste à la fin de la colonne. Sauf que concrètement, il y a de l'humain, il y a des cas qui sont quand même importants à prendre en compte et qui ont une valeur qui est pas quantifiable à court terme, mais qui aussi à moyen et long terme va avoir un impact. Et ça, il faut y penser. Dans une poignée de minutes, on va revenir sur ces parcs à thème. 6 milliards d'investissements saoudiens annoncés conjointement avec Emmanuel Macron dans la région Île-de-France, près de Cergy-Pontoise. La création de 3 parcs à thème, mais les agriculteurs de la zone, figurez-vous, qui sont plutôt préoccupés, qu'on préempte leurs terres agricoles pour y mettre des attractions. Est-ce que là, l'économie est intéressante ? Est-ce que c'est bon, ces 6 milliards pour les investissements et puis la vie économique locale ? Ou est-ce qu'on est au devant d'une nouvelle ZAD, une zone à défendre ? On en parle avec vous aussi au 0826 300 300. Je viens sans monter, je pense à vous. La ville, le feu, le sang, T, 10h-13h, Anthony Martin Smith. Retour sur l'antenne de Sud Radio avec des débatteurs en pleine forme, particulièrement Anne Durez, Serge Guérin qui est aussi en forme, Jérôme Dubu, n'en parlons pas, Jean-Baptiste Canivet survolté. Et puis vous, mesdames et messieurs, 0826 300 300, vous continuez de nous appeler. On va notamment accueillir dans un instant un de nos agriculteurs préférés, Jean-Jacques, parce que le sujet qu'on pose sur la table, et là je le pose, mais alors comme je pose un chèque de banque de 6 milliards, comme nos amis saoudiens qui vont le faire pour la création de 3 parcs à thème en Île-de-France. Les parcs à thème, notamment un sur la thématique de Dragon Ball. On va pas débattre là-dessus, on l'a déjà fait. Est-ce que c'est la bonne franchise ou pas ? Peu importe. C'est surtout que là, on a des agriculteurs qui s'inquiètent de ne pas avoir été consultés dans ce projet. Il y a projet d'étendre le parc actuel, qui a fermé, mais Mirapolis, à 200 hectares. Et autour, vous avez des terres agricoles de ce parc qui avait fermé en 1988 sur le thème de Gargantua. Les agriculteurs s'inquiètent. Des comptes. C'était sur le thème des comptes de France. Et du coup, ces terres agricoles pourraient-elles être préemptées ? Préemptées, est-ce que du coup, on est sur là un réel avantage, c'est 6 milliards, c'est 22 000 emplois qui vont être créés. Est-ce qu'on n'est pas au devant d'une zone à défendre plutôt qu'un véritable avantage économique ? Jean-Jacques, vous êtes là ? Théo. Comment ça va, Jean-Jacques ? Eh bien, écoutez, ça va. On est dans la région sud, on a toujours de la chaleur. Eh oui. Donc, un petit peu. Donc, pour ceux qui commencent à avoir froid, nous, ici, on a une trentaine de degrés l'après-midi, quoi. Bon, on a l'habitude. On a eu pire. Oui, bien sûr. Je suis content de vous avoir, en tout cas, Jean-Jacques. Vous faites. Moi aussi, il n'y a pas de souci. Vous faites partie de nos agriculteurs préférés. Bon, de toute façon, vous êtes. Dès lors que vous êtes agriculteur, on vous préfère. mais en fait, je dis ça à toutes les personnes qui nous appellent. Hein. Rassurez-vous, Jean-Jacques. Oui, non, mais. Sauf au grand patronat. Là, il n'aime pas du tout. Là. Non, alors, grand patronat, Jérôme. Pas de grand patronat n'appelle jamais. Parce que vous êtes en plateau, c'est pour ça. Il a bien cherché, remarque. Voilà. Vous me cherchez, vous en prenez une. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Justement, Jérôme, je vais avec vous. On a Jean-Jacques qui reste avec nous au téléphone et je le remercie parce que c'est quand même compliqué de trouver du temps lorsqu'on a une exploitation à gérer.
de nous appeler au standard. Donc je vous remercie à chaque fois infiniment de le faire parce que votre point de vue est quand même très précieux. Jérôme, est-ce ces 6 milliards, c'est une bonne chose a priori, puisqu'il y a 22 000 emplois qui vont être créés, mais est-ce qu'on peut le faire avec, en tout cas sans prise en compte de tous les points de vue, et notamment des riverains et de ceux qui exploitent des terres agricoles et qui pourraient se voir demain préempter leurs terres? Vous savez, moi j'ai connu ça avec Euro Disney. Il se trouve qu'à l'époque, Disneyland Paris aujourd'hui, fin des années 80, vous aviez des terres agricoles vous-même? Non, je n'avais pas de terres agricoles. J'étais assistant d'un député qui était le député de la circonscription où Disneyland s'est installé. Bon, et on a été confronté à ce genre de choses puisque autour, il n'y avait que des terres agricoles. Pour Disneyland. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, puisque c'est très urbanisé maintenant. Il y a des transports en commun, il y a des communes qui faisaient 200, 300 habitants, qui aujourd'hui ont 5 000, 10 000 habitants. Bon, donc vous voyez l'évolution autour de Disney. Bon, et on a été confronté avec la négociation autour des terres agricoles. Bon, à l'époque, ça s'est plutôt pas mal passé. Et pourtant, il y avait un certain nombre de petites fermes. C'était pas des grandes fermes. Hein. Il y avait aussi des terres agricoles qui appartenaient à des grandes fermes de 500, 600 hectares, hein, comme on en connaît dans la Brie. Mais il y avait aussi des toutes petites fermes. 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares. Ça s'est plutôt pas mal passé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réduit effectivement la capacité agricole de l'Île-de-France. Au profit d'autres activités, et ça veut dire que les autres terres qui restent agricoles, elles sont protégées par le SDRIF. Hein, d'ailleurs, ça veut dire qu'il faut qu'elles soient malheureusement plus productives. Le SDRIF, ça veut dire qu'on pousse le schéma directeur de l'Île-de-France, qui fait la répartition entre terres agricoles, terres à construire, etc. Bon. Et à l'époque, ça s'était plutôt bien passé, je le répète. Et là, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, il y a un choix qui est de dire on réduit les terres agricoles. Les agriculteurs du coin, Jérôme, disent que ce sont parmi leurs terres les plus fertiles, et c'est ça qui les inquiète notamment. Mais à l'époque aussi, c'était dans la Brie profonde, c'était les terres les plus productives, où il y avait les rendements de blé, de maïs les plus productifs quasiment de France. Et ça a été conquis. Alors maintenant, ça veut dire que si on réduit les terres agricoles et qu'on veut des rendements plus importants, ça veut dire qu'on pousse à la productivité de l'agriculture. On peut pas dire que l'Île-de-France soit quand même les terres les plus productives agricoles. Bien sûr que si. Mais la Brie, c'est le terrain le plus productif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas à ça qu'on a en tête quand on parle de l'Île-de-France. Et donc,